Mesdames, Messieurs les Présidents, chers collègues, chers amis, permettez-moi d'abord de vous dire combien je suis heureux de prendre la parole dans une séance qui est présidée par le président Haroutanian, président de la Cour constitutionnelle d'Arménie. Nous sommes un certain nombre à être des fidèles des rencontres constitutionnelles d'Erevan. Nous savons que c'est une des grandes capitales de la réflexion mondiale sur le droit constitutionnel et c'est toujours un plaisir de retrouver le président Haroutanian et ses invités à l'automne de chaque année. Vous me permettrez aussi de vous adresser quelques saluts. D'abord, les saluts et l'amitié de la délégation d'Andorre, qui est présente ici au premier rang et qui vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour les années qui viennent. Ce matin, il nous a été dit que quelqu'un avait posé la question de savoir où était la Namibie. Hier, on m'a posé la question de savoir où était Andorre. Alors, je vous donne la réponse. Andorre est un pays situé dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne, qui n'a que deux voisins, la France et l'Espagne, et qui est un pays qui est indépendant depuis de très nombreux siècles. C'est même probablement un des pays d'Europe qui a un des plus vieux textes constitutionnels, qui date du XIIIe siècle, mais j'espère que nous aurons l'occasion de vous expliquer un jour tout cela de vive voix, car mes collègues et moi-même et le juge andorran à la Cour européenne des droits de l'homme seront très heureux de vous accueillir, soit tous, soit par un groupe régional, soit pour un groupe linguistique, soit pour telle ou telle autre occasion dans la belle principauté d'Andorre. Permettez-moi aussi de vous adresser les salutations du président Martin Scheinen, président de l'Association internationale de droit constitutionnel. Il m'a succédé dans cette fonction il y a quelques semaines, lors du Congrès mondial de Mexico. Il m'a demandé de vous faire part de ses regrets de ne pouvoir être avec vous pendant cette conférence, mais je tiens à vous dire combien il est intéressé par nos travaux et combien il espère que dans l'avenir, il pourra y avoir un dialogue entre la conférence des cours constitutionnelles et l'Association internationale de droit constitutionnel, entre ceux qui font la jurisprudence constitutionnelle et ceux qui ont souvent pour charge de la commenter, ou ceux qui, à un moment de leur vie, sont juges et à un autre moment professeurs, et on peut alterner d'une manière ou d'une autre. Je voudrais également, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit par le président Haroutanian, adresser en votre nom à tous de très sincères remerciements à tous ceux qui ont participé à l'organisation et au déroulement de cette conférence. Évidemment, d'abord, nos amis brésiliens et le tribunal fédéral suprême, sans lequel rien n'aurait été possible, mais également toutes les équipes techniques, les équipes d'interprètes, l'équipe permanente de la Commission de Venise et le président de la Commission de Venise. C'est grâce à cette réunion assez exceptionnelle d'énergie que nous avons la possibilité de nous retrouver ici à Rio dans d'aussi bonnes conditions. Alors, mesdames, messieurs, il me revient, selon le programme, de dire quelques mots des conclusions. Je ne sais si le terme est le mieux approprié, mais je vais m'efforcer de dresser, de présenter devant vous un rapide bilan de ce que nous avons dit. On a beaucoup parlé depuis hier matin. On a parlé en séance plénière, on a parlé en atelier, on a parlé dans les couloirs, on a parlé au cours des repas, et il me semble que nous avons parlé de tout,
comme d'ailleurs dans chacune de nos réunions. Mais nous avons parlé de tout, sauf d'une chose. Nous n'avons pas parlé de jurisprudence des cours constitutionnelles. C'est quand même assez étonnant que lorsqu'on réunit autant de cours, nous discutions de beaucoup de choses, mais pas beaucoup de ce qui fait notre matière première. Si j'ai bien écouté ce qui a été dit depuis hier, un seul orateur a véritablement évoqué de la jurisprudence, c'est le juge européen le juge de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a évoqué certaines décisions de la Cour à propos de l'indépendance de la justice, notant au passage que la France avait été condamnée un certain nombre de fois. Mais la richesse de nos débats, la richesse de nos échanges, la richesse des 3 rapports d'atelier qui nous ont été présentés ce matin montre que, véritablement, il y avait matière à discuter, à échanger et à débattre. Notre point de départ a été un excellent rapport de M. Grabenwarter qui, hier matin, en ouverture, nous a présenté un panorama extrêmement complet sur la séparation des pouvoirs et l'indépendance des justices constitutionnelles. Il a évoqué des situations concrètes, il a évoqué de la doctrine, remontons même jusqu'à Aristote, et n'oublions pas, évidemment, au passage, Hans Kelsen, ni le regretté professeur Eberle, qui nous a quittés il y a quelques mois. C'est à partir de ce socle extrêmement solide que nous avons pu engager un certain nombre de discussions. L'une d'entre elles a été abordée et évacuée assez rapidement, malgré peut-être le désir de certains, je n'en sais rien. C'est le problème de la conception même de la séparation des pouvoirs. Comment situer la justice constitutionnelle par rapport à ce concept? La vidéo qui nous a été présentée hier par notre collègue de la Croatie a bien montré comment la juridiction constitutionnelle se situe en dehors ou à côté de la trilogie traditionnelle des 3 pouvoirs chers à Montesquieu. Il faudrait d'ailleurs s'interroger sur la question de savoir si cette trilogie des 3 pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, est encore totalement pertinente dans la première partie du XXIe siècle. N'oublions pas qu'à l'époque où écrivait Montesquieu, il n'y avait dans le paysage européen qui était le sien aucune constitution écrite et qu'il n'avait en face de lui aucune cour constitutionnelle. Alors, il faudrait prendre quelques précautions pour atténuer ou en tout cas moduler cette analyse. Mais ceci a été laissé largement de côté. En tout cas, il y a un point où notre sujet rejoint directement la séparation des pouvoirs, c'est la question de l'indépendance de la justice. Dès son discours d'ouverture, le président de la Commission de Venise, mon ami Gianni Bocciccio, a évoqué ce thème en rappelant que l'une des missions fondamentales des cours constitutionnelles est de garantir l'indépendance de la justice classique, pour ne pas dire de la justice ordinaire, dans chacun de nos pays. Et effectivement, ensuite, d'intervention en intervention, cette question est revenue fréquemment. Mais, plus généralement, il me semble ressortir de nos débats, des conclusions des rapporteurs et d'un certain nombre, évidemment, d'expériences personnelles, un double constat. Le premier, c'est que pour que l'indépendance des cours constitutionnels soit bien assurée, il faut qu'il existe dans chacun de nos pays une véritable culture constitutionnelle. Et puis, deuxième constat, à partir de ce moment-là, il y a une extraordinaire diversité des techniques mises en œuvre. Alors, en entrant dans le détail de chacun de ces thèmes,
je souhaite simplement m'excuser auprès de certains intervenants si telle ou telle situation nationale ou tel propos n'est pas directement retracé, ou si à l'inverse, j'en ajoute quelques-uns de mon propre cru, notamment pour répondre à des questions qui ont été posées ce matin. Il n'y a pas d'indépendance des cours constitutionnelles, thème central de notre rencontre, sans une véritable culture constitutionnelle. Cette affirmation générale a été répétée d'orateur en orateur. On pourrait même enlever le mot constitutionnel, car beaucoup de ceux qui ont pris la parole nous ont dit qu'il y a d'abord une question de culture, voire une question d'histoire. Mais cette nécessité de la culture constitutionnelle, favorable à nos cours, on la trouve évidemment d'une part dans le statut de la Cour et ensuite dans un des sujets qui a été le plus abordé, qui est le statut des membres des cours constitutionnelles. Alors, évoquons rapidement quelques-uns de ces aspects. D'abord, le statut de la Cour. Pour qu'il y ait une Cour constitutionnelle indépendante, il faut d'abord évidemment qu'il y ait une Cour constitutionnelle. Et nous savons que dans un certain nombre de pays, cette existence n'est pas encore ou totalement reconnue ou totalement acceptée. Il y a des progrès. De conférence en conférence, un nombre croissant de cours participent à nos réunions. Mais il existe encore un certain doute ou certaines tensions dans tel ou tel pays. Il y a des pays qui ont la tentation de supprimer une Cour constitutionnelle. Pourquoi ? En général, parce qu'elles ont rendu des décisions qui ne sont pas conformes à ce que les pouvoirs politiques dominants attendaient. Mais il faut ici, de haut de cette tribune et à travers vos prises de position, réaffirmer que l'existence des cours constitutionnelles n'est pas une modalité accessoire de la démocratie ou de la protection des droits de l'homme, c'est un élément essentiel. C'est peut-être une des vraies novations des systèmes constitutionnels de la seconde partie du XXe siècle. En tout cas, c'est le constat qui se dégage de ce que vous avez dit. À partir du moment où les cours existent, il faut évidemment qu'elles aient de vraies compétences. Je voudrais ici vous faire part de mon inquiétude lorsque j'ai entendu le président de la Cour constitutionnelle de Hongrie nous dire comment une majorité ultra-dominante avait réussi à diminuer les compétences de la Cour constitutionnelle de Hongrie. Nous savons que cette Cour a été un modèle dans la décennie 1990 dans l'Europe centrale et orientale et balte. Nous savons que la Cour constitutionnelle de Hongrie a été un des rares cas où un ancien président de cette Cour, en raison de ses qualités personnelles, est devenu président de la République. Il ne l'est plus, car il a dû partir sous la pression de nouvelles circonstances politiques. Eh bien, au moment où, dans la plupart des cas évoqués ici, on parle plutôt d'extension du rôle et des compétences des cours constitutionnelles, il faut que nous soyons vigilants par rapport à la situation qui nous a été exposée à propos de la Hongrie. Mais il faut aussi que le statut des cours permette l'effectivité des décisions. Plusieurs d'entre vous se sont posé la question: comment est-ce que l'on fait pour que les décisions des cours soient véritablement effectives? Ce fut un sujet d'un séminaire organisé en Andorre à l'initiative de notre regretté collègue, le président Philippe Ardant. Quelles sont les suites des décisions des cours constitutionnelles? Cela peut être aussi la matière d'un certain nombre de nos réflexions. Comment est-ce que les cours, notamment lorsqu'elles annulent telle ou telle disposition législative, peuvent-elles vérifier que les autres pouvoirs publics, l'exécutif et le législatif, en tiennent compte comme il convient?
Et comment faire pour qu'une décision d'une Cour constitutionnelle, lorsqu'elle a été rendue selon les formes appropriées et après les procédures de dialogue normales, que le procès a été équitable au regard des critères de l'article 6 de la Convention européenne, ne soit pas purement et simplement mise dans un tiroir. Il y a des cas où on nous dit telle ou telle décision ne nous plaît pas. Eh bien, nous n'en tiendrons pas compte. Ceci reflète une mauvaise culture constitutionnelle, mais nous savons que malheureusement cette situation existe. Alors, de ce point de vue, il a été souvent rappelé que la situation n'est pas la même dans les pays où les cours constitutionnels ont plusieurs décennies derrière elles et les pays où, au contraire, les cours constitutionnels ont une vingtaine d'années, c'est-à-dire à la fois l'Europe centrale, orientale et balte et l'Asie centrale et un certain nombre de pays d'Afrique. Nous allons entrer dans la période des célébrations des 20 ans ou des 25 ans d'un certain nombre de cours. J'espère qu'à cette occasion, nous aurons l'occasion de vérifier que la culture constitutionnelle a été bien assimilée. Mais le deuxième point a été très central dans nos débats, et encore ce matin. Il a été transversal dans les différents ateliers. C'est ce qui concerne l'indépendance des membres des cours constitutionnelles. Alors nous pourrions en parler pendant des heures. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous a son exemple à propos de la meilleure indépendance possible pour les membres d'une cour constitutionnelle. 3 questions sont revenues et aucune solution définitive, à mon sens, ne peut être apportée. D'abord, la procédure de nomination. Par qui doivent être nommés les membres des cours constitutionnelles? Le chef de l'État, le Parlement, un organisme X, Y ou Z? Toutes les solutions existent et aucune d'entre elles ne s'impose de manière évidente. Permettez-moi, à titre personnel, de souligner ce qui est quelquefois une fausse bonne idée. C'est la nécessité pour les membres des cours constitutionnelles d'obtenir un vote non seulement du Parlement, mais un vote à une majorité qualifiée du Parlement. Dans un certain nombre de pays, il n'est pas possible de réaliser un accord politique suffisant. Et sans que cela soit désobligeant, nous savons que la situation espagnole, qui pendant 3 ans a bloqué le renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle, en raison d'un désaccord politique, n'est un mauvais exemple, et en tout cas un exemple à ne pas suivre. Il y a des pays où les procédures de renouvellement sont incomplètes et où certaines cours, ce fut le cas de l'Italie à un moment, se retrouvent avec un effectif insuffisant. Que faire par rapport à ces procédures? Il me semble, mais c'est peut-être une piste, une légère piste, que la seule bonne idée qui s'est dégagée de nos débats, c'est celle des auditions publiques de longue durée, c'est-à-dire de vraies auditions par des commissions indépendantes en présence de la presse pour les candidats à la fonction de membre d'une cour constitutionnelle. Mais même dans ce cas, est-ce véritablement une garantie? Il m'est arrivé d'être choqué en regardant les émissions de la télévision américaine lorsque je vois le nombre des questions et la précision des questions qui sont posées à de futurs membres de la Cour suprême sur la manière dont ils auraient voté ou qu'ils seraient susceptibles de voter. Que devient alors leur indépendance intellectuelle, leur indépendance de juge? Est-ce que l'on peut nommer un membre d'une Cour en fonction des réponses qu'il apporte à tel ou tel sujet, par exemple un sujet de société, et il y en a qui sont sur le devant de nous dans beaucoup de pays. Mais il n'y a pas de solution miracle, et la seule solution, c'est de faire confiance à la sagesse des hommes, si tant est que cela soit possible. À propos du mandat des membres, il en a beaucoup discuté de la durée du mandat et de leur renouvellement. Et là, il semble qu'il y ait un accord
accord sur la nécessité d'un mandat long et accord sur le fait que ce mandat ne doit pas être renouvelable. C'est le devoir d'ingratitude dont parlaient plusieurs orateurs. Il est évident que si votre mandat n'est pas renouvelable, il y a moins de tentation de faire plaisir à ceux qui seraient susceptibles de vous renommer. Mais on nous a dit aussi, même dans ce cas, il y a la vie après la Cour constitutionnelle. Et est-ce que l'on ne peut pas, dans l'exercice de ses fonctions de membre de la Cour, anticiper sur ce point? Là aussi, la réponse n'est pas parfaite. Permettez-moi sur ce sujet de faire une incursion vers la France, puisque ce matin a été évoquée la question des membres à vie des anciens présidents de la République française au Conseil constitutionnel. Je signale, pour que les choses soient précises, que lors de la révision constitutionnelle de 2008, très importante révision, le Sénat avait voté la suppression des anciens présidents de la République comme membres de la Cour constitutionnelle, mais que cette décision n'a pas été ratifiée par l'autre assemblée et par le texte définitif de la révision. Pourquoi? C'est difficile à dire, mais il y a de nouveau, devant le Parlement français, une proposition de révision constitutionnelle pour enlever les anciens présidents de la République. Et puis, troisième thème pour le mandat des membres, ce sont les garanties. Alors là, il y a un accord. Il faut que les membres des cours constitutionnelles bénéficient d'immunité réelle dans l'exercice de leurs fonctions. Il ne faut pas que nous puissions être poursuivis aujourd'hui ou demain en raison de l'action que nous avons menée en tant que juge constitutionnel, des propos que nous avons tenus, des décisions que nous avons prises. Ce n'est pas toujours facile à faire accepter. Nous savons qu'il y a des pays où des chefs d'État, peut-être un peu trop rapides, ont considéré que des membres des cours constitutionnelles avaient trahi leur serment et les ont démis proprio motu. Sur quel fondement, c'est difficile à savoir. Mais c'était évidemment une atteinte à leur indépendance. Dans les garanties financières vont de soi. Il faut que les membres des cours constitutionnels soient correctement rémunérés. Mais comment, à quel niveau, chaque situation nationale doit en délibérer. Et l'on touche, à ce moment-là, l'inévitable problème de la corruption. Il a été évoqué mezzo voce. Nous avons toujours du mal à l'évoquer, et c'est normal. Mais nous savons que cela existe. Cela n'existe pas uniquement, d'ailleurs, dans certaines cours constitutionnelles ou certains pays. Cela existe aussi dans d'autres domaines de la vie publique et de la vie privée. Mais si l'on veut que les cours constitutionnelles soient véritablement le reflet de la bonne gouvernance et des droits de l'homme, il faut que nos collègues soient en tout point exemplaires et que véritablement la corruption soit impossible à l'intérieur de l'enceinte d'une cour constitutionnelle. Voilà un socle minimal, celui de la culture constitutionnelle. Rien qu'en évoquant ces thèmes, on sent combien il est difficile, en fonction de nos histoires, des parties du monde auxquelles nous appartenons, du système politique dans lequel nous évoluons, qu'il y ait une culture constitutionnelle commune, aussi large et aussi importante que nécessaire. Alors, après, nous avons évoqué les techniques. Et là, le panorama est classique. C'est la diversité des techniques mises en œuvre par nos cours. Nous avons, d'une manière ou d'une autre, évoqué aussi bien les techniques procédurales que les techniques jurisprudentielles. Technique procédurale, d'abord. Il n'y a pas de cours constitutionnels
qui connaissent les mêmes règles procédurales. Ou s'il y en a deux, je voudrais les trouver. Car en connaissant un certain nombre, en ayant écouté ce qui a été dit, je ne suis jamais arrivé à les trouver. Même quand on nous dit que tel pays a un peu imité tel autre, l'imitation, heureusement, n'a jamais été à 100%. Alors les techniques procédurales, elles sont légion. Il y a évidemment une différence de base entre les pays où il y a des cours suprêmes qui ont à la fois des attributions constitutionnelles et des attributions non constitutionnelles, et les pays où il y a des cours à compétences exclusivement constitutionnelles. Pour reprendre la classification faite par mon regretté collègue et ami et très cher ami Louis Favoreux, il y a d'un côté le modèle américain et de l'autre le modèle austro-kelsénien. Mais en réalité, cette différence n'est pas aussi sensible dans la réalité qu'on veut bien le dire. Il y a des problèmes concernant la saisine. Qui a le droit de faire aboutir une affaire devant la Cour constitutionnelle? Est-ce que ce sont uniquement les intermédiaires politiques? Est-ce que ce sont les collectivités locales? Est-ce que ce sont les individus? Et nous savons, nous en avions parlé à Erevan il y a quelques mois, qu'une des grandes questions, c'est le droit de saisine individuelle de la Cour constitutionnelle. Sans ce droit, l'effectivité de la Cour est limitée. Alors là aussi, permettez-moi peut-être une toute petite entorse vers la situation française. Nous avons introduit récemment, il y a moins d'un an, la question prioritaire de constitutionnalité. Ce n'est pas un accès direct du citoyen à la Cour constitutionnelle, mais c'est la possibilité pour un citoyen de déclencher une procédure susceptible, après quelques filtres, d'arriver devant la Cour constitutionnelle. Et nous en sommes à plus de 100 décisions sur ce point. Le Conseil constitutionnel français devait se tenir ce matin une audience publique sur une question de ce type qui intéresse tout le monde. Est-ce que l'interdiction du mariage entre deux personnes du même sexe est conforme à la Constitution française ou non? Nous aurons sa réponse la semaine prochaine et nous ne pouvons donc pas anticiper. Mais les saisines, il y en a de multiples formes. Il y a de multiples formes aussi en ce qui concerne les procédures d'instruction. Notre collègue algérien a évoqué ce matin les procédures écrites ou les procédures orales. Elles se complètent naturellement en fonction, là aussi, des traditions nationales. En Andorre, nous avons une procédure entièrement écrite. Et jusqu'à présent, aucun requérant n'a demandé à présenter des observations orales devant le tribunal constitutionnel. Donc nous n'avons jamais eu à nous prononcer sur ce qu'il faudrait apporter comme réponse à une demande de ce type. Mais dans d'autres cas, les observations orales, les plaidoiries orales sont de règle, et notre collègue de Monaco évoquait même la longueur de certaines d'entre elles, ce qui peut, dans certains cas, conduire même ou déboucher même sur l'ennui de ces plaidoiries. Mais l'instruction, elle doit être diverse. Alors à cet égard, il y a la question qui a été soulevée aussi du rôle de ce que l'on appelle la société civile, des ONG. Je crois que là, la réponse est nationale. Pour ma part, je suis toujours un peu réservé, mais en même temps, toutes les juridictions, constitutionnelles ou non, ont toujours le droit de demander des avis amicus curiae, comme la Commission de Venise d'ailleurs en adresse à certaines cours constitutionnelles. Il est toujours possible d'essayer d'en savoir un peu plus sur une affaire à délibérer. Mais là, la diversité l'emporte. Et puis diversité aussi sur les décisions. Comment doivent-elles être rédigées? Il y a de multiples traditions. Est-ce que le rapporteur doit être public ou non? Il y a aussi des traditions. Il y a une tradition plutôt de common law, où globalement, la décision d'une juridiction est la juxtaposition d'opinions individuelles des juges. Il y a une tradition de droit romano-germanique, où plus globalement, on considère qu'une collectivité, un tribunal, exprime un avis
qui n'est pas celui de chacun de ses membres, mais une somme autre que celle de chacun de ses membres. Alors à ce propos, la question la plus discutée a été celle de l'opinion individuelle. Permettez-moi sur ce point de dire une chose. Il faut que nous supprimions de notre vocabulaire la notion d'opinion dissidente. Car l'opinion individuelle, peut-être comme à Strasbourg, à Luxembourg ou ailleurs, concordante ou dissidente, et donc l'opinion individuelle n'est pas obligatoirement dissidente. Et c'est une erreur de doctrine que de continuer à dire qu'il y a des opinions dissidentes et de qualifier de dissidente toute opinion individuelle. Alors faut-il les encourager lorsqu'elles n'existent pas, les restreindre lorsqu'elles existent? Là, nous retrouvons l'éternel problème de la culture. Si vous prenez l'exemple de la Cour suprême américaine, où l'opinion individuelle existe depuis l'origine, la multiplication de ces opinions a permis la rédaction de merveilleuses thèses sur l'opinion constitutionnelle de juges éternellement minoritaires, auxquels on a souvent accordé plus d'importance que ce qui était exprimé par la majorité. Mais faut-il encourager indéfiniment cette culture minoritaire? C'est une autre question. Diversité aussi, et ça sera le dernier aspect, dans les techniques jurisprudentielles. Nous en avons peu parlé, mais quand même un petit peu, car c'était sous-jacent dans un certain nombre d'interventions. Là aussi, l'influence des habitudes nationales est essentielle. Répétons-le une fois pour toutes, vous l'avez tous dit, la Cour constitutionnelle n'est pas extérieure à la tradition juridique d'un pays. Elle en fait partie. Et donc, de ce point de vue, les techniques jurisprudentielles en font également partie. C'est le problème de l'interprétation. Jusqu'où peut-on aller dans l'interprétation et dans ce que la doctrine italienne appelle les sentences manipulatrices, c'est-à-dire de réécrire en réalité un certain nombre de lois. Nous le faisons tous. Nous l'avons fait en Andorre il n'y a pas très longtemps, à propos d'une décision qui était le contrôle de la compatibilité d'un traité avec la Constitution, et où nous avons interprété la Constitution et le traité en disant qu'ils ne pouvaient pas ne pas être conciliables parce que telle était la volonté des uns et des autres. Et nous avons utilisé un certain nombre d'expressions à cet effet, mais nous avons véritablement interprété et la Constitution et le traité. Est-ce que cela peut aller jusqu'à complètement réécrire une loi? C'est difficile, mais il y a des exemples dans certains pays de lois qui ont été tellement interprétées qu'on peut se demander si les auteurs de la loi arrivent à la reconnaître. On a évoqué ce matin le problème de l'ultra petita. Est-ce qu'une Cour constitutionnelle peut statuer ultra petita? En théorie, non. Mais nous savons que la tentation est quelquefois forte et qu'il y a des motifs d'inconstitutionnalité qui peuvent être relevés d'office. Alors là aussi, la frontière est un peu ténue. Si nous vérifions les juridictions ordinaires, nous disons toujours, elles ne peuvent pas statuer ultra petita. Mais comme il n'y a personne pour vérifier ce que fait la Cour constitutionnelle, sauf le cas échéant les cours internationales, la tentation de l'ultra petita peut quelquefois être présente. Et puis il y a aussi, dernier point que l'on pourrait développer des techniques jurisprudentielles, la question de l'effet immédiat ou différé. Problème que l'on rencontre de plus en plus souvent et que nous avons rencontré en Andorre, qui a été rencontré en France récemment. Est-ce que la décision de la Cour doit s'appliquer le lendemain ou est-ce qu'on peut lui donner un effet différé pour permettre au pouvoir public légitime, exécutif ou législatif, de prendre les mesures nécessaires pour que cette décision ne crée pas un vide juridique? La réponse est différente selon les cas. J'indique qu'en Andorre, récemment, nous avons déclaré contraire à la Constitution certaines dispositions sur la garde à vue dans le droit fil de ce qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme quelques semaines auparavant. Et nous avons été tentés à un moment de dire, eh bien, cette annulation n'aura d'effet que dans quelques mois,
pour laisser le temps aux autorités andorranes de combler un vide. Nous avons regardé la loi qui gouverne le tribunal constitutionnel et nous avons constaté qu'il était inscrit noir sur blanc que nos décisions prenaient effet le lendemain de leur publication au bulletin officiel, donc nous n'avons pas pu leur donner d'effet différé. Mais la situation a été réglée autrement. À l'inverse, en France, nous avons eu plusieurs cas où un effet différé a été accepté. Alors, je pourrais multiplier, Monsieur le Président, les exemples de ce type, mais il faut véritablement en arriver à la fin des conclusions. Et je voudrais, à ce moment-là, poser une seule question. Quelle est l'utilité de nos rencontres? Quel est l'acquis de cette rencontre de Rio de Janeiro qui se situe dans le prolongement de celle que nous avions eue il y a 2 ans au Cap? À quoi est-ce que cela nous sert, au-delà de l'amitié, de nous retrouver, en général dans des endroits agréables, de retrouver des visages amis que nous n'avons pas vus depuis quelque temps, que nous avons vus quelquefois dans des groupes régionaux ou dans des groupes linguistiques? Est-ce que véritablement ces échanges sont une plus-value pour ce qui est notre dénominateur commun, c'est-à-dire la justice constitutionnelle? Alors il serait évidemment étonnant que je réponde qu'une telle réunion ne sert à rien, car dans ce cas, vous ne seriez pas aussi nombreux à être dans la salle cet après-midi et la plage vous tendait ses bras. Mais je crois qu'au-delà de ce paradoxe ou de cette réponse un petit peu facile, il y a quelque chose de plus profond. Nous représentons des cours constitutionnelles extraordinairement diverses. Et d'ailleurs, la diversité n'est pas encore assez représentée. Certaines des cours très anciennes, pour des raisons diverses, ne peuvent pas être là aujourd'hui et nous sommes nombreux à le regretter. Mais il faut que nous allions plus loin, que toutes les cours se retrouvent régulièrement pour s'enrichir mutuellement, que nous puissions discuter non seulement de nos conditions statutaires, mais également de la manière dont nous interprétons les constitutions, de la manière dont dans les espaces géographiques concernés, nous sommes en relation avec la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui sont pour nous des interlocuteurs réguliers désormais. L'utilité, c'est de nous permettre de connaître les expériences des autres. C'est donc d'aller plus vite dans la mise en œuvre de nos cours constitutionnels. Et je voudrais, pour terminer, reprendre une expression qui a été utilisée hier matin par le président du tribunal fédéral suprême. Il a parlé de diplomatie judiciaire. Eh bien, je crois que l'utilité première de nos rencontres, au-delà de toutes les questions techniques, c'est véritablement de développer entre nous, entre ceux qui sont là et ceux qui viendront nous rejoindre, une véritable diplomatie des cours constitutionnels ou équivalente. Merci.